Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver, ravis de vous accueillir sur cet espace de cuisine en scène. Toutes nos excuses pour ces 20 petites minutes de retard. J'espère que vous serez récompensés tout à l'heure avec la dégustation de chocolat à laquelle vous aurez droit. Vous êtes donc ici cet après-midi pour assister au Choco Show Cooking. C'est la première édition de ce show dédié au chocolat avec un jury prestigieux, des chefs qui ne le sont pas moins et une maîtresse de cérémonie qui est à ma droite et qui s'appelle Véronique Anastasie. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Véronique, vous êtes la directrice et la fondatrice de Planète Goût, qui est une société qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au goût, avec une globalité assez générale et avec on va dire un point fort sur le sensoriel. Tout à fait. Donc Planète Goût, le monde du goût est à vous. Simplement, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'être humain ne mange plus, ne goûte plus, et il peut apprendre énormément en goûtant de très bons produits et développer son corps et son esprit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous en faire la démonstration. Donc aujourd'hui, le Choco Show Cooking vise à éduquer les professionnels et les consommateurs à savoir ce qu'ils achètent. Et bien sûr, les chefs sont responsables. Et aujourd'hui, vous allez goûter un chocolat identifié et tracé grâce à Franck Morin, un grand chocolatier, maître chocolatier, pas loin de chez vous ici à Lyon, et qui est dans la Drôme. Donc Franck Morin, qui depuis 4 générations fabrique son chocolat à partir des fèves. Il va nous en parler. À partir des planteurs donc du Pérou. On va peut-être commencer par un tour d'horizon de tous ces chefs qui sont dans les box et qui, quelque part, attendent notre feu vert pour pouvoir démarrer. On va commencer par notre candidate américaine qui est tout au bout là-bas. Elle s'est déplacée de Los Angeles. Tout à fait. Alors, Tonette Tibet qui nous vient de Los Angeles. Tonette. Hello, Tonette. Hi. Hi, we are here. How are you? Elle ne parle pas français, on va traduire. Hi, Tonette. J'ai rencontré Tonette à Los Angeles au salon du luxe de Pasadena et c'est une femme extraordinaire, passionnée comme aussi tous ces chefs avec nous, et elle a pris l'avion pour être là avec nous parce qu'elle adore la France. Elle a fait son éducation chez Le Nôtre avec un grand maître, Thierry Atlan, et elle a toujours grand plaisir à venir en France. Merci Tonette d'être là. Je vous donne la parole juste une seconde. Can you speak about us, please? Can you describe you just say your a job word and your passion of France? Right now, sorry. You just say hello. Bonjour. Perfect. Okay. Thank you. On peut l'applaudir. Thank you. On peut l'applaudir. Elle est un peu timide. Elle va se détendre avec le temps. Voilà. Hop, se mettre comme ça. Deuxième chef, Julien Guèze. Bonjour Julien. Julien, vous êtes chef pâtissier à la chocolaterie Pépin dans le 9e arrondissement à Lyon. Alors un Lyonnais, donc Julien, il a fait ses armes dans la pâtisserie mais aussi dans la chocolaterie. Il nous le dit en 2 mots. Et dans la cuisine, donc j'ai commencé en cuisine. J'ai un papa qui est charcutier, donc j'ai commencé dans la charcuterie un petit peu, qui expose d'ailleurs au salon. Et j'ai continué sur la cuisine. Et bien sûr, j'ai fini sur la pâtisserie de restaurant et maintenant de la pâtisserie de boutique. Alors, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a travaillé avec un grand chocolatier, Frédéric Beau, donc oui, dans la maison Valrhona. Donc, la cuisine et le chocolat, il connaît un petit peu. On continue Merci. notre tour. Oui, on peut l'applaudir. Merci d'y penser. Ah, je crois qu'il y a des... Vous êtes venu avec votre public, Julien. Les fans sont dans la salle. On va voir si pour Lucas Pelletier, ça marche aussi. Lucas Pelletier. Ouais. Bonjour Lucas. Alors Lucas, vous êtes aussi chef pâtissier et vous êtes tourrier. Ce qu'on m'a marqué sur ma fiche, la vérité. Ouais, c'est une spécialité. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tourrier, c'est la personne dans les pâtisseries qui s'occupe du feuilletage. Voilà, la c'est tout un art, le viennoiserie. feuilletage. Et vous travaillez donc pour la SS Lucas Pelletier, donc pâtisserie conseil, et vous êtes dans le Calvados. Un petit mot peut-être sur votre activité, sur votre parcours. Enfin, présentez-vous un peu, si je n'ai pas tout dit. Alors, ça va faire 12 ans que je suis dans la pâtisserie. J'ai attaqué à 15 ans à Marseille. Après avoir parcouru un peu la France, j'ai fini à Paris dans des grandes maisons. Puis après, ça m'a donné envie de monter mon entreprise de conseil en pâtisserie. Il faut dire que Lucas donc, est un compagnon du devoir et il a eu tous ses diplômes en pâtisserie, chocolaterie, glacerie et confiserie. Voilà, et on peut encore Voilà. l'applaudir. Lucas Pelletier.
Un compagnon. On va changer un peu de région et nous allons maintenant accueillir un Parisien, Olivier Chapuis. Vous êtes chef de cuisine et pâtissier événementiel et à domicile. Donc si on a besoin à la maison, c'est vous qu'il faut appeler. Vous nous parlez de cette installation. Depuis quand est-ce que vous faites ça? Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis chef à domicile pour des événements privés, que ce soit pour 2 personnes jusqu'à 200 voire 300 personnes. Voilà, donc on se déplace avec tout le matériel, tous les ingrédients et on cuisine directement dans votre cuisine. Voilà. Alors, Olivier Chapuis est aussi un jeune créateur d'entreprise, mais il fait déjà ses armes à la télévision, il est passé Antenne 2, TF1, on commence à le connaître. Voilà, et il a surtout une créativité de type artiste culinaire. Voilà. Et il m'a dit qu'il avait un site internet, si vous voulez Voilà, faire appel à allez lui. voir. Vous vous déplacez sur la région lyonnaise ou partout? Bon, c'est Il se formidable. déplace partout en France. Donc voilà, si vous voulez c'est faire bon à appel à savoir. Olivier, vous le pouvez. On poursuit avec Édouard Christodo. Alors, Édouard, vous êtes chef de cuisine au domaine de Saint-Clair à Annonay, c'est en Ardèche. Tout à fait, oui. Je suis chef de cuisine au restaurant Édouard, au domaine de Saint-Clair. Vous êtes installé là-bas depuis combien de temps? Ça fait 4 mois. D'accord, 4 mois. Et vous nous parlez un petit peu de ce que vous faites là-bas? Alors, moi, si vous voulez, je suis un cuisinier qui adore le végétal. Je cuisine de la racine, je cuisine de la fleur, et j'aime vraiment ce que j'appelle moi l'antithèse de la cuisine. C'est de la recherche pure en général. Voilà. Donc vous partez des végétaux que vous trouvez, c'est ça. Et ensuite vous créez les plats à partir de ça. Tout à fait. Et là, alors c'est ce qu'on va faire avec le gibier. Vous n'êtes pas venu seul? Et je ne suis pas tout seul, je suis avec mon chef aujourd'hui, donc Pavel, qui m'accompagne au gastro justement en permanence. D'accord. Voilà. Eh bien, soyez les bienvenus tous les deux. Voilà, donc le domaine de Saint-Clair, un domaine de golf avec 2 restaurants. Vous avez un panel de chefs et c'est ce qu'on a voulu faire au Choco Show Cooking. Tous les styles de cuisine sont là. Richard Ouvrard, vous allez devoir me dire d'où est-ce que vous venez, ce que vous faites. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je représente la Toque de Jacques, qui est traiteur sur Paris. Moi, je suis un de ces chefs intervenants, surtout sur les prestations chef à domicile, car je suis moi-même chef à domicile. Et je développe en ce moment un concept de cuisine, de cours de cuisine, car je pratique le yoga, la soma, et je suis en train de développer en fait un cours sur les sens, avec vraiment des exercices, mais vraiment approfondis sur les sens, et en même temps la cuisine. C'est-à-dire qu'on peut se relaxer en cuisinant. C'est des moments qu'on n'arrive pas toujours à prendre, donc on peut les prendre en faisant à manger le soir à la maison, et je pense que c'est important. Que la cuisine devienne un vrai plaisir de A à Z. Merci Richard, à la Toque de Jacques. La détente par la cuisine. Jacques. Voilà. On poursuit avec l'avant-dernier chef, Sylvain Anthony. Bonjour Sylvain, vous êtes chef traiteur et restaurateur, pas très loin de Limoges. Ça s'appelle à Limoges même, et parce que moi j'ai le pont Saint-Étienne. C'est votre endroit qui s'appelle comme ça? D'accord. Alors vous nous parlez un petit peu du pont Saint-Étienne? En fait, c'est un petit restaurant entre guillemets en bord de Vienne, et comme on a un pont historique à côté, on appelait le restaurant le pont Saint-Étienne. Je suis passé par Ferrandi, je suis passé aussi Fauchon où j'ai fait énormément de traiteurs. Et depuis 5 ans maintenant, j'ai racheté l'entreprise où je travaille depuis 1996. Et à la fois pour développer la partie traiteur et toujours pour continuer la restauration pure. Voilà. Et j'ai fait mes classes à Ferrandi où j'ai passé un CAP de cuisinier et un CAP de pâtissier. Voilà, donc aussi restaurateur et Merci, traiteur. on peut l'applaudir effectivement. Un corésien, comme moi. Voilà. Et nous terminons avec 2 femmes, parce qu'elles sont 2 là. En tout cas, il y a Sophie Joly, On a des femmes. qui est déjà au fourneau, ou c'est vous? C'est vous, Sophie. Je ne vous avais pas vu tout à l'heure. Bonjour Sophie. Soyez la bienvenue. Vous êtes conseil et créatrice culinaire, chef cuisinière. Votre société s'appelle Mona. Oh, j'ai inversé. Mona, Paris. Vous nous dites un petit mot sur votre parcours? Donc moi j'étais cuisinière, je viens du sud-ouest de la France et mon métier, j'étais cuisinière dans un restaurant, j'étais chef d'un restaurant. J'ai abandonné tout, j'ai quitté en très bons termes pour créer ma société de conseils et de prestations culinaires. Voilà. Donc j'aide n'importe qui fait de la cuisine, qui vendent des produits ou qui tiennent un restaurant ou n'importe quoi, à trouver les bons producteurs, fournisseurs pour trouver le produit parfait. Voilà. Le produit pour le produit, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci Sophie. Vous vous êtes bien trouvé finalement, le produit pour le produit. Ah oui, voilà. Je comprends un peu mieux la place de Sophie aujourd'hui. À la valeur de ce show. Alors, Véronique, l'idée
de ce Choco Show Cooking, comme son nom l'indique, choco, il y a chocolat. Et nous allons, enfin, je dis nous, les chefs, les pâtissiers, les traiteurs ici présents vont cuisiner le chocolat. Alors peut-être pas sous toutes ses formes, mais en tout cas de manière plutôt salée. Dans un premier côté, on va dire snacking avec des petites bouchées, des canapés. Et ensuite, plutôt dans la gastronomie avec des plats, eux aussi plutôt travaillés. Et il y a un jury qui va goûter tout ça, goûter ces plats. Et c'est un jury qui va aussi vous parler, à vous qui êtes venus assister à ce Choco Show Cooking cet après-midi. Et je crois même que vous qui êtes dans l'Assemblée, vous allez pouvoir aussi goûter à quelques créations, puisque nous aimerions avoir votre sentiment personnel par rapport à tout ça. Tout à fait. Alors, on a donc 2 épreuves avec ce qu'on appelle l'épreuve catering traiteur, 2 canapés qu'ils vont réaliser et un plat cuisiné à base de cacao et de chocolat. Et j'appelle notre chocolatier Franck Morin. On peut l'applaudir. Voilà qu'on peut l'applaudir, Franck Morin. Alors, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a un chocolat de cette qualité. Franck Morin, 4 générations de Beans to Bar, c'est-à-dire que dans la maison Morin, qui est à côté de chez Valrhona, à Drôme, on travaille la fève de A à Z. Alors, pourquoi le Pérou ? Pourquoi Franck ? Je vais lui donner la parole parce que c'est lui le passionné et il a fait aujourd'hui pour nos chefs toutes les matières pour cuisiner, des fèves de cacao torréfiées fraîches, du gruet, c'est-à-dire des fèves broyées sans leur peau, frais, et du chocolat à 70 et 100% frais, ce qui est exceptionnel, et ça vient du Pérou. Franck. On va lui laisser la parole. Vous lui prêtez le micro ? Franck, merci. Déjà, vous allez nous parler un tout petit peu de vous. Avant de commencer, vous faites ce métier de chocolatier depuis combien de temps ? Depuis tout petit. Comme dans beaucoup d'artisans, on travaille avec les parents. Et puis, vos parents étaient déjà chocolatiers avant ? Oui, mon arrière-grand-père a commencé dans le chocolat. Moi, je suis la 4e génération. Il a commencé en 1884. Et donc, forcément, dans les petites entreprises, on est toujours obligé de mettre la main à la pâte, de donner un coup de main quand c'est la bourre. Et donc, voilà, c'est né comme ça. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin dans cette démarche ? Parce que vous êtes assez rare à travailler, on va dire, le produit brut jusqu'au produit prêt à cuisiner pour les chefs. Alors en fait, c'est une philosophie d'entreprise depuis très longtemps, parce que mon père déjà a commencé à cultiver les amandes, les noisettes pour faire ses bonbons de chocolat. Et donc moi j'ai découvert vraiment ce que c'était l'origine lors d'un voyage en Afrique, à Sao Tomé et Principe, en 2001. Et donc c'est là où j'ai vraiment... Moi je travaillais la fève depuis très longtemps, mais en allant sur place, en goûtant, en voyant la diversité du cacaoyer et en goûtant la fève fraîche, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas que ce qui arrive dans le sac, il y a beaucoup de choses avant. Et c'est là où j'ai, moi, vraiment découvert un nouveau monde, en fait. Et c'est en revenant où j'ai voulu, au lieu de... En fait, historiquement, la technique, c'était de faire des mélanges de chocolat. Et en revenant, moi, j'ai voulu mettre en avant plutôt chaque type, chaque couleur de cabosse, chaque taille de fruits. Et donc, j'ai travaillé là-dessus depuis. Oui, voilà. Alors, avant de parler du Pérou, j'avais une autre question par rapport à justement ce que vous venez de décrire, qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que chaque fève a un caractère. Vous parlez de couleurs, mais voilà. C'est aussi ça qui fait le chocolat aujourd'hui. On est tellement habitué à avoir des tablettes qu'on en oublie qu'auparavant, il y a eu donc une fève qui a été torréfiée. On en a fait de la pâte de cacao. Et cette pâte de cacao, parfois, on les a assemblées pour obtenir un produit final qui donne une expression dans la tablette. Mais donc, c'est tout ce que vous décrivez. C'est aussi ça votre travail, c'est d'arriver à rendre l'expression même d'une fève pour ensuite pouvoir faire des assemblages ou l'offrir en matière brute à des chefs. Alors aujourd'hui, c'est une période très excitante, je pense, pour tout ce qui est de la gastronomie, parce qu'on ne parle plus du chocolat comme un chocolat. On parle vraiment d'une origine, voire d'une année de production. On parle d'un lieu, on parle d'un paysan. Et là, vraiment, on a une diversité qui est incroyable. Et aujourd'hui, justement, notre métier, c'est de mettre à disposition de chefs, de cuisiniers ou de chocolatiers une matière première qui est vivante, une matière première qui peut être unique. Et donc, c'est à eux, après, de se l'approprier et d'en faire quelque chose, de la transformer. Véronique nous parlait de matière, c'est-à-dire la fève brute, ensuite le gruet et le chocolat. Est-ce que les chefs aujourd'hui sont en demande de ce genre de matières premières ? Est-ce qu'ils commencent à les cuisiner ? Parce que ça, c'est rare, on ne voit pas beaucoup d'assiettes de chefs avec du gruet de cacao.
Ah si, il commence à y avoir de plus en plus. C'est une démarche qui, pour moi, de ce que je ressens des personnes que je rencontre, et ils sont vraiment très très demandeurs d'avoir un chocolat même millésimé, d'avoir un certain type de produit. Par exemple, ce que l'on offre aujourd'hui, c'est une possibilité qui est assez nouvelle. Souvent, les chocolats que l'on a en 70% de cacao, par exemple, on les décline aussi en pure pâte. Ce qui fait que la personne peut le mélanger du 70 et rajouter du 100% et avoir quasiment une palette de goûts très très vaste. Voilà, c'est plus seulement une origine ou une recette. Ouais, halte au chocolat anonyme, comme le dit Véronique, que vous n'entendez pas du coup, puisqu'elle n'a plus de micro pour l'instant. Alors la question, le choix du Pérou aujourd'hui pour ce Choco Show Cooking. Donc en fait, nous on travaille avec le Pérou depuis une dizaine d'années déjà. Et pour nous, c'est un pays qui est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le cacao vient de la forêt amazonienne. Et en fait, il s'est développé, il s'est spécifié suivant chaque vallée. En fait, vous pouvez avoir un type de cacao différent. Donc vous avez une diversité génétique au départ qui est incroyable en fait. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et souvent, ce sont des cacaoyers qui ont été reproduits par semence. Ce qui fait que vous avez une fécondation entre un père et une mère, et la descendance est toujours différente. Et vous pouvez planter 1000 graines du même arbre, vous allez avoir chaque fois 1000 arbres qui vont être différents. Ça, c'est très important pour plusieurs choses. D'abord parce que les arbres s'adaptent à leur climat, à leur environnement. Ils sont aussi beaucoup plus résistants. Et comme je vous dis, dans une zone géographique très proche, on peut avoir des variations de goût qui sont extraordinaires. Voilà, c'est une diversité très très importante. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, Véronique? Je voulais juste dire, donc, Alto Chocolat Anonyme, et donc avec Franck, il a choisi, lui qui connaît très bien tous ces planteurs, un chocolat de Toumi. Donc pourquoi ce choix, Franck? Alors ça vient d'une région du nord-ouest du Pérou, une région qui est très très chaude, et on a cherché, on nous a donné un peu des pistes quand même que ça allait être cuisiné avec du gibier, donc un chocolat très, très profond, pas trop acide, et avec surtout un corps un peu imposant, hein, pour qu'on puisse quand même ressentir un peu quelque chose, pas quelque chose de trop léger. Donc pour nous, on a 8 origines du Pérou différentes, et ça nous a semblé la plus apte à se marier avec le gibier. Donc j'espère que les cuisiniers, les chefs que l'on a ici vont vraiment bien l'adapter, et que quelques personnes du public auront la chance de pouvoir goûter le résultat. Merci Franck. Est-ce qu'on peut applaudir Franck Morin? Merci. Parce que c'est en partie grâce à lui que vous allez vous régaler tout à l'heure, puisque le chocolat fait partie des matières premières que les chefs vont cuisiner. Donc ces chefs sont déjà au travail. Il y a une vingtaine de pièces de canapés à sortir par chef. 20 x 2. Voilà, 20 x 2, donc ça fait 40 pièces au total. Donc ça fait un petit peu de matières premières à présenter. Et ce qu'ils cuisinent, c'est du gibier, parce que c'est le deuxième élément avec le chocolat qui est vraiment la pièce maîtresse de ce Choco Show Cooking. Alors, vous l'avez compris, nous, Planète Go, on essaye d'éduquer les professionnels à maintenir des niveaux de qualité d'achat de matières premières, puisqu'aujourd'hui, il y a certains paysans qui disparaissent et des matières premières avec. Et donc, il faut absolument que les professionnels maintiennent ces filières. Et il y a une filière qui disparaît des tables parce qu'elle est plus complexe, elle est plus délicate à travailler. Et peut-être le consommateur pense que le gibier, ça a beaucoup de goût, c'est difficile à manger, etc. Mais il n'en est rien. Et donc, la Fédération nationale des chasseurs de France, qui va nous retrouver là maintenant, avec Eva Faure, on peut l'applaudir. Bonjour Eva. Alors, toute l'équipe est là, si vous avez des questions sur le gibier de chasse. Donc, l'objectif dans ce show cooking, c'était à partir de la matière, le chocolat en cuisine, de travailler bien sûr que des produits nobles et des produits sauvages ou bio. Donc, on va avoir des gibiers bien sûr sauvages et on aura avec des légumes et des fruits bio. C'est-à-dire que le panier matière première des chefs, c'est du top de chez top. Voilà. En partie le gibier, donc qui est là pour le peu un produit frais, qui a été tué, j'imagine, il y a très très peu de temps. En fait, ça se discute. On a maintenant une filière qui est complètement organisée depuis le chasseur qui lui-même a suivi une formation
jusqu'à l'acheteur et au consommateur. Et du coup, on est tout à fait capable de rentrer dans des filières plus longues. Justement, maintenant, la réglementation permet de commercialiser et d'acheter du gibier toute l'année. Donc, vous allez à la fois trouver des produits frais et des produits congelés ou transformés hors saison de chasse. Eva Faure est la vétérinaire de la filière et donc elle a ce souci bien sûr de sécurité sanitaire et d'identification et de traçabilité. Et grâce à la fédération aujourd'hui, les chefs peuvent trouver très aisément dans toute leur région et sur notre site internet et le leur, vous avez les adresses. Donc aujourd'hui, on va travailler toutes les filières, c'est ça qui est formidable. Donc les chefs ici présents ont pour le canapé le colvert, le canard. Voilà, parce que c'est un gibier, il faut le rappeler. Alors, 2 mots sur le canard. On va balayer tous les produits, comme ça vous saurez exactement ce qu'ils vont cuisiner avec le chocolat de Franck. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans une description précise de chaque produit. Je peux juste quand même apporter des précisions à ce sujet. Ce qui est la caractéristique du gibier, c'est bien la diversité des espèces, la diversité des pièces qui peuvent être cuisinées. Et on va aussi bien du petit gibier, c'est-à-dire des oiseaux, des lapins, lièvres, etc., que du gros gibier, le sanglier, le cerf ou d'autres gros gibiers qui sont un peu plus rares mais qui peuvent très bien se cuisiner dans des cuisines modernes et faciles à cuisiner. Ce qui est important à mon sens de souligner, c'est qu'on a fait plusieurs études nutritionnelles aussi sur nos produits. Et on a pu mettre en avant que c'est très intéressant d'un point de vue diététique puisque ce sont des viandes qui sont très peu grasses et qui ont beaucoup de sels minéraux très importants pour la santé, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans les viandes d'élevage plus traditionnelles. Il y a un peu de matière sur des bêtes qui ont couru dans la nature. Donc, du coup, alors, pas d'antibiotiques, pas d'anabolisants, c'est intéressant. De toute façon, on ne connaît pas la vie du gibier. Ce sont des variétés non génétiquement modifiées. Il faut le rappeler. Donc, si vous voulez vraiment de la viande pure et noble, c'est le gibier. Alors, canard colvert, donc pour canard colvert pour le canapé avec du foie gras du sud-ouest. Ouais. Bon. En fait, un foie gras qui va être plutôt de la Corrèze, grâce à notre cher ami. Mais vous le savez, donc dans le sud, il y a beaucoup d'éleveurs. Donc, foie gras exceptionnel. Après, on en parlera tout à l'heure, mais alors pour le plat gastronomique. Alors, le plat gastronomique, c'est ça qui va être extraordinaire et difficile, et ceux qui vont pouvoir goûter, puisque vous voyez cette table-là, elle est pour les gens du public qui viendront goûter. Donc, vous inquiétez pas, il y a 8 chefs, ceux qui ont envie de goûter, on va vous faire goûter. Et bien sûr, vous allez goûter du chocolat. Alors, on va avoir 2 gibiers dans l'assiette, c'est ça qui ne va pas être simple pour nos chefs, on n'a pas été dans la facilité. On n'a pas simplifié la tâche. Voilà, et surtout, on voulait montrer la diversité des produits, donc pour le gibier à poil, on va avoir un filet de chevreuil. Pour le gibier à plumes, le fameux suprême de Fleusan est quand même exceptionnel. Et ils vont avoir donc la créativité et le challenge de mettre dans une même assiette 2 pièces très différentes et d'arriver en goût avec le cacao, le gruau, le chocolat, à trouver un fil d'Ariane pour que dans ces mets, on ait des accords judicieux et une créativité exceptionnelle. Et on les voit travailler. Est-ce qu'on peut repasser la parole à Eva 2 petites secondes pour qu'elle nous parle de ces 2 dernières pièces de gibier. D'une part, moi j'ai peut-être envie de vous demander, est-ce que ce sont des pièces qu'on trouve encore en nombre dans la nature? Et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Je vais me faire l'avocat du diable, mais quel est l'intérêt de tuer toutes ces bêtes? Parce que ça a un intérêt. Donc 2 questions. D'abord, c'est votre deuxième question, l'intérêt de tuer toutes ces bêtes. La chasse, c'est une activité qui a toujours existé sur notre territoire. On est le pays d'Europe le plus giboyeux. On a des populations de gibier qui augmentent de plus en plus et en permanence. Les chasseurs ont d'abord un rôle en effet de régulateur. Pour eux, c'est une passion, une activité de loisir. Mais sans cette régulation, on aurait une nécessité de mettre en place des filières pour aller tuer ces bêtes qui se développent. On est encore 1 300 000 chasseurs en France, qui est une part de population qui reste très importante. Quant à votre première question, oui, est-ce qu'on trouve encore en masse sur la question de est-ce qu'on la trouve en masse, dans la nature, oui, aucun problème. En particulier le grand gibier, chevreuil, sanglier, cerf, c'est des espèces qu'on trouve en grande abondance. Et justement, la Fédération nationale des chasseurs, dont je fais partie, a développé une marque qui s'appelle Gibier de chasse, Chasseurs de France, qu'on représente ici,
Et cette marque-là nous permet de commercialiser, de mettre à disposition des professionnels qui souhaitent se lancer dans la cuisine du gibier, des produits dont la qualité est maîtrisée, dont la sécurité sanitaire est maîtrisée, et qui du coup vous permettront de mettre en place toute une série de recettes diverses et variées, et aussi bien traditionnelles avec des recettes anciennes qu'on connaît tous, les daubes, le lièvre à la royale, etc., que des recettes beaucoup plus novatrices comme des carpaccio, des tapas, etc. Votre rôle est-il aussi de servir d'intermédiaire entre le chasseur et le restaurateur qui va vouloir s'approvisionner? Disons que nous, on a développé la marque pour aider les intermédiaires tout au long de la filière à se différencier, à être plus visibles auprès du consommateur et du professionnel restaurateur. Donc oui, en quelque sorte, on n'est pas vraiment l'intermédiaire, mais on essaye d'accompagner les intermédiaires. Merci beaucoup, Eva. On peut l'applaudir, bien sûr. Alors, la fédération est là toute l'après-midi. Si vous avez des questions, vous avez de la documentation, vous avez des gens pour répondre aux professionnels. On poursuit ce tour d'horizon de partenaires on ne peut plus essentiels à ce Choco Chocokin pour cet après-midi, Véronique, avec Monsieur Le Poutre, que l'on peut applaudir également et accueillir, qui fournit tout le pain à la fois du repas, mais aussi du canapé. Vous êtes, Monsieur Le Poutre, le directeur. Et vous aurez du pain à la tribune à goûter. De la société Petit Pain Petit Four, pardon, que je n'écorche pas. Alors, depuis quand existe cette société? Parlez-nous un petit peu de votre activité. Oui, bonjour. Alors, donc, la société existe depuis près de 40 ans, même 43 ans. C'était au départ une petite boulangerie de village. Ne partez pas si vous voulez goûter du chocolat et des petits pains. Ouais. Donc une petite boulangerie d'un village qui est à côté de Nice et qui aujourd'hui, après 43 ans d'existence, est devenue une vraie entreprise où on a aujourd'hui à peu près 25 salariés. C'est une taille de société de 2 millions d'euros. Et on travaille essentiellement et exclusivement le pain à destination de la restauration, des traiteurs, de l'hôtellerie. Et dans le haut de gamme, on travaille qu'avec des produits de qualité, de la farine de départ jusqu'à tous les ingrédients que l'on utilise dans le pain, puisqu'on a aujourd'hui plus de 150 recettes différentes de pain. Et donc, on est capable d'offrir aux chefs la diversité pour leur créativité. Et notre objectif est d'essayer d'associer à chaque plat un pain. On le fait avec le vin, mais on peut le faire aussi avec le pain. Et c'est aussi une des aspects qui sera fait aujourd'hui. Alors, on va vous donner tout à l'heure, dans peu de temps, du pain et du chocolat à goûter. Comme ça va vous mettre un peu dans l'ambiance. Et vous allez percevoir la qualité dans votre bouche avec vos capteurs sensoriels. Monsieur Le Poutre, vous faites des pains signature pour les chefs. On peut vous demander, on peut vous commander un pain qui ressemble... Oui, tout à fait. Si, au départ, là, on avait 19 recettes. Et on allait voir les chefs et en disant, ben voilà, on a 19 recettes, la 20e, c'est la vôtre. Et aujourd'hui, on a, je dis, plus de 150. 150, c'est énorme. Et si un chef a vraiment une idée, on est là, on en développe une avec lui. Et ce n'est pas une question de quantité non plus, puisqu'on reste des petits. C'est l'équivalent d'un pétrin pour que ça fonctionne, parce que sinon, ce n'est pas suffisant. Mais voilà. Là, dans l'exercice des canapés, les chefs vont utiliser 4 sortes de pain. Alors, ils vont utiliser, en effet, il y a même 6 sortes de pain. Il y a 2 petits pains classiques, un petit peu classiques, avec des formes assez originales. Et ensuite, on a 4 pains avec des saveurs. Il y a évidemment une saveur cacao. On a une saveur poivre, des 4 poivres doux qu'utilisent souvent les chefs en cuisine. Et on a le citron et un dernier pain au piment doux. Donc voilà, ce sont des pains que les chefs vont pouvoir travailler avec les recettes qui leur sont demandées. Donc j'imagine que vous êtes curieux de savoir comment vont être traités et transformés, utilisés tous les pains que vous avez mis donc à disposition de nos chefs. On poursuit, Véronique, avec ce tour de partenaire. Tout à fait, on peut applaudir. Oui, on peut applaudir Monsieur Le Poutre. Merci beaucoup. Midi pain, midi four. Vous allez goûter ces pains. On va vous les faire passer dans très peu de temps. Et puis, vous allez goûter le chocolat de Franck Morin, bien sûr, avec. On voit quelques images des chefs aussi pendant que nous parlons. Ils avancent. On voit les chefs au travail. Je vois du foie gras à mes côtés. Ça y est, on a commencé à tailler. On peut avancer peut-être un petit peu, Véronique, pour se remettre un peu au centre. Oui. On va s'approcher du jury à qui on donnera la parole aussi dans un instant. De qui parle-t-on maintenant au niveau des partenaires Bordier? Peut-être le beurre? Alors oui, le beurre Bordier, formidable, exceptionnel. Le voilà, ils arrivent. Alors le beurre Bordier, c'est d'abord une grande qualité. Bonjour. Votre prénom? Vincent. On peut applaudir Vincent, donc, qui représente la maison Bordier à Saint-Malo. Bonjour à tous. Passionné du beurre.
société existe depuis plusieurs années. On connaît bien Jean-Yves Bordier, enfin les restaurateurs le connaissent bien, les professionnels. C'est un nom qui s'est ancré dans la profession et ce sont des produits qui ont su se développer avec le temps. Aujourd'hui, vous proposez combien de variétés de beurre? À l'heure actuelle, chez les crémiers, dans les épiceries fines, on dira qu'on a une dizaine de beurres. C'est la partie connue de notre activité parce qu'après, chaque chef va avoir son propre beurre. Donc c'est un travail 100% sur mesure où on peut choisir un taux d'humidité pour un pâtissier. Ça va être travaillé, malaxé à la main pour justement adapter le beurre. Chaque chef après va choisir son taux de sel, le taux d'ingrédients, le poids de ses beurres, la forme de ses beurres. On fait en sorte que notre beurre puisse continuer à sublimer le plat des chefs. Et toutes ces créations, je sais que vous avez du beurre au piment d'Espelette, du beurre aux algues, du beurre aux herbes. Comment est-ce que ça se crée? Ce sont les idées de Jean-Yves Bordier ou ce sont aussi les chefs qui, par leurs réflexions, leurs demandes, vous amènent à travailler cette matière et à l'enrichir avec des parfums? Je pense que chaque création peut être un hasard différent. Il y a peut-être un tiers de nos recettes qui sont au départ demandées par certains chefs, qui pendant 1 an, 2 ans leur seront exclusives. Beaucoup de créations de la part de Jean-Yves Bordier dans sa simple cuisine chez lui. Au gré de ses voyages, il découvre des ingrédients, il les teste. Et depuis une dizaine d'années, on est 5-6 collaborateurs avec Jean-Yves Bordier, vraiment à qui il fait appel pour la création, pour évoluer. Et en plus des beurres que nous allons utiliser, que les chefs vont pouvoir utiliser, il y a aussi une activité de fromage. Vous êtes affineur, Jean-Yves Bordier est affineur, je crois que vous avez 6 ou 7 caves d'affinage. Alors, Jean-Yves Bordier est connu en tant qu'artisan beurrier, mais il a toujours été crémier fromager. Il est né d'un grand-père beurrier, certes, mais surtout de parents crémiers fromagers dans la ville de Saint-Maur-des-Fossés, dans le département 94 à côté de Paris. Et moi-même, je suis le responsable de ces 8 caves d'affinage, où on chouchoute plus de 300 fromages différents. Merci, on peut vous applaudir donc Julien de la maison, Vincent pardon, de la maison Bordier. Véronique, j'ai besoin de vous. Par qui est-ce qu'on continue pour les partenaires après la maison Bordier? Qu'est-ce que vous voulez remercier? Alors, il faudrait que je remercie tout le monde, bien sûr, encore. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons donc le cacao tracé, identifié du Pérou et du nord du Pérou. Nous avons ces fameux gibiers de chasse à accorder avec les pains qui sont aussi aromatisés et variés et les beurres. Maintenant, donc, on va appeler nos amis du matériel qui nous ont fait la générosité d'abord de faire des cadeaux exceptionnels à tous les chefs. Vous sachiez que la plupart des matériels qui sont aujourd'hui en cuisine, ils sont offerts par nos partenaires. Donc, on va les appeler et venir nous retrouver. Alors, j'appelle d'abord la maison Volrat avec la maison Volrat. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on a un représentant ou une représentante de la maison Volrat? La maison Volrat, est-ce qu'elle est là? Bon, non, on va peut appeler, oui, ils vont venir au fur et à mesure. On peut appeler aussi la maison Kenwood. La maison Kenwood, alors ils ne sont pas là, ils s'excusent. D'accord, donc mais pour vous le verrez leur cooking, matériel, qui est là. Les Choco Cooking. Donc, en fait, il y a ici 2 types de matériel, des matériels plutôt pâtisserie et d'autres plutôt chef. Mais comme vous le savez, la maison Kenwood est un grand expert du matériel pour ce type de robot. Là, il y a un outil, c'est Volrat qui fait ça. Alors, la maison Volrat, oui, a créé un nouveau matériel. C'est en fait une tempéreuse à induction qui est souvent utilisée plutôt pour les soupes et les légumes. On voit ça souvent. Mais pour le chocolat, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a une maîtrise de la température qui est exceptionnelle. Voilà. C'est vrai que ça permet de garder le chocolat de matière liquide. On les fera venir tout à l'heure. J'ai la maison André Verdier, qui est là. Il va venir nous retrouver. Donc, les spécialistes de la coutellerie, vous le savez, la maison Verdier, c'est une grande maison. Les couteaux de Thiers, la marque Scoff, de la Bourdasse, tout ça, ça vous parle. Donc, venez nous retrouver. On peut les applaudir. Exceptionnel matériel de pointe du couteau. Donc, représentant de la maison Verdier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous présentez votre belle maison? Oui, je vais d'abord vous remercier de nous accueillir parce que c'est une belle vitrine ici et nous participons un petit peu en retrait, mais à la gastronomie, à la préparation culinaire. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de couverts pour déguster, préparer, dresser aussi. Voilà, donc merci de nous accueillir. Alors parlez-nous de la maison Tellier. Depuis combien de temps est-ce que vous... André Verdier. Verdier, pardon.
Donc André Verdier, je suis Aubry Verdier, le frère de Renan. Nous sommes issus de 6 générations de couteliers de la région thiernoise, donc capitale française de la coutellerie. Et donc très fier de faire perdurer le savoir-faire des métiers de la coutellerie et des arts de la table. 100% France, c'est très important pour nous. Ça veut dire que, hormis la bûchette d'ébène ou le produit brut, toutes les phases de fabrication sont réalisées sur tiers. Donc nous en sommes fiers et nous voulons faire perdurer. Nous sommes un maillon d'une chaîne qui, on l'espère, durera longtemps. Est-ce que vous avez de la descendance qui prend le relais derrière ou qui s'intéresse déjà ou pas tout à fait? Il y a quelques enfants qui tournent dans les usines, comme on a pu le faire il y a longtemps. Donc voilà, vous vous dites que ça pourra encore perdurer quelques années, on l'espère nous en tout cas. On n'imposera rien, mais voilà, on donne le goût, on peut donner le goût. Voilà. Merci Monsieur Verdier, on vous applaudit encore très fort et on vous remercie de votre présence cet après-midi parmi nous. Je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que nous, en fait, André Verdier, c'est le nom de notre maison, mais nous avons plusieurs marques qui nous appartiennent et qui, en fait, sur lesquelles on s'appuie par secteur d'activité. C'est pour ça que vous allez trouver ici en préparation la marque André Verdier qui est plus dédiée aux couteaux et aux ustensiles, spatules et autres que les chefs utilisent derrière nous, mais aussi des couverts de table très haut de gamme en orfèvrerie avec 2 marques, Scoff et de l'Arboula. C'est 2 styles différents. Donc Scoff, les jurys mangeront avec des couverts Scoff et des couteaux Le Tiers par André Verdier. Et je crois qu'en dressage table, présentation, ce seront des couverts de l'Arboula. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie et je félicite à l'avance tous les chefs qui préparent derrière nous. Qui s'activent. Merci beaucoup. Ça va, monsieur Oura? Merci à vous. Mais quand on va montrer les couverts et tout ce qui va servir aujourd'hui de la maison Verdier par étapes, donc on va y revenir. Merci à lui. Vous avez sur notre site internet planetgoût.com tout ce que vous voyez aujourd'hui, le Choco Show Cooking, tout le matériel qui est utilisé. Vous avez des pages par partenaire. Donc si vous avez envie de revenir sur des sujets qui vous ont intéressé, vous avez toutes les informations sur le site planetgoût.com. Vous pourrez y revenir. On parlait on va dire d'art de la table. On peut peut-être continuer avec Esprit Porcelaine qui... Alors Esprit Porcelaine, voilà. Donc Michel Dumas, on peut l'applaudir. Alors Esprit Porcelaine représente plus d'une trentaine de créateurs en France et travaille maintenant en Europe et développe l'esprit de la création, dans son nom l'indique, Esprit Porcelaine. Bonjour madame et merci d'être là parmi nous. Merci Véronique de votre présentation. Oui, effectivement, Esprit Porcelaine, c'est un collectif de créateurs à Limoges. Nous venons de fêter nos 30 ans d'existence et nous travaillons au niveau national et à l'international également. Cette année, nous allons être nous sommes invités à la fin de l'année dans la ville de Pilsen, en République tchèque. Pilsen est capitale européenne de la culture pour cette année et nous allons exposer dans 2 lieux prestigieux, dans 2 musées de la ville. Alors, nous travaillons sur des collections. Pour la présentation ici, à Cuisine en Scène, nous avons nous présentons des assiettes qui s'appellent La Rencontre. Montrez-les à la caméra peut-être. Voilà. C'est bien les voir. C'est le design, c'est une création d'une jeune designer qui s'appelle Louise Pédel et qui a appelé tout son concept. C'est un concept de 3 assiettes qui s'appelle La Rencontre, quand les couverts rencontrent les assiettes. C'est magnifique. Absolument. Le set est composé de 3 assiettes. Il y a une assiette de présentation, l'assiette fourchette couteau et l'assiette à dessert qui est une assiette avec une cuillère gravée. Et tout ce concept existe avec un décor platine. C'est vraiment un très très beau concept. Donc, ce qui fait qu'on peut faire appel à vous aussi pour se faire dans son restaurant un service signé. Tout à fait. Les créateurs peuvent travailler, ils travaillent à la demande. Si les chefs sont intéressés. Nous avons également des collections autour de la décoration, donc pour décorer des tables, nous avons des photophores, nous avons plein de choses intéressantes. Je vous conseille d'aller voir notre site internet Esprit Porcelaine, créateur à Limoges. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci.
J'espère qu'il vous reste encore quelques mains de disponibles pour applaudir, puisque je vois que vous êtes en train, pour la plupart, de déguster des pains. J'espère que tout le monde en a. Oui, oui. Ça y est, Véronique, on vous a écouté. Il y a des pains qui circulent un peu à droite, un peu à gauche. Pains, et on va vous faire passer des carrés de chocolat de Franck. Comme ça vous rappellera ce petit retour à l'enfance, parce que c'est comme ça qu'on commence à goûter, avec un petit carré de chocolat. Et on peut se faire plaisir tous les jours pour se déstresser, se faire du bien. Ouais, chocolat, et surtout, c'est un grand cru d'origine identifié, c'est un vrai régal. On reste sur le matériel. Je vois ces magnifiques moulins qui sont des moulins à chocolat signés Peugeot. Oui, alors Peugeot a inventé des moulins saveur fraîche. Alors, ils sont plutôt. Alors, tous les gens qui sont ici ont un stand actuellement. Et on a donc la maison Peugeot qui est avec nous, qui va en parler encore mieux. Et donc, comme on travaille sur le chocolat, on a dit, tiens, si on pouvait essayer le chocolat dans les... Merci d'être là. Donc, bonjour. Je vais vous passer la parole pour expliquer un peu ces matériels nouveaux, très intéressants dans la cuisine. Et c'est une véritable innovation. Et pour le Choco Cooking, en plus, ils ont fait des essais sur les fèves de Franck du Pérou, le gruet et le chocolat, et ça marche. Parce qu'à la base, ces moulins ne sont pas exclusivement dédiés au chocolat. Non, c'est un moulin multifonction donc, qui est utilisé pour le fromage, pour les noix, le chocolat. Ça marche aussi très bien sur les truffes. Voilà. Donc en fait, c'est un moulin qui est équipé de 3 lames. Donc vous pouvez râper très fin, râper moyennement et râper faire des copeaux. Donc des copeaux de chocolat, des copeaux de parmesan, tout ce genre d'aliments. Je montre les 2 lames qui sont munies. Alors celle-là, c'est pour les truffes peut-être ? Ici, on a donc les copeaux. Donc vous pouvez faire du parmesan en copeaux, des chocolats. Les truffes, on va pouvoir utiliser aussi celle-ci, mais très bien les râpes. Alors je ne sais pas quelle est la râpe. Non, c'est la même chose. Voilà, mais on a plusieurs râpes. Une râpe pour râper très fin et une râpe pour faire moyen en fait. Et donc l'avantage, c'est que ça fonctionne sur le chocolat. Oui, du coup, ça se prête très bien au thème du jour. Comment est-ce que vous faites ? Vous avez un service de R&D ultra actif pour réussir à... Parce que vous sortez des moulins quasi en permanence. Il y a le design Peugeot qui est connu et reconnu depuis des années, mais il y a aussi maintenant toute cette technologie sur laquelle vous êtes peut-être assez avant-gardiste. Oui, alors nous, on travaille notre métier et le moulin à poivre et le moulin à sel qui est reconnu de tous les grands chefs. Donc on a un service de R&D qui est en interne avec un designer et on a des équipes qui travaillent sur différents thèmes. Donc en fait, on a 4 gammes de produits. Les moulins à poivre et moulins à sel. On a des accessoires dédiés à la dégustation du vin. Les saveurs fraîches que vous avez ici et les moulins à café qui sont les produits historiques de la marque. Ça, c'est un produit qui plaît au chef ? Oui, alors c'est un produit qui est très récent, donc il a encore été très peu utilisé, mais oui, on a une belle approche sur le fromage et surtout sur le chocolat et sur tout ce qui est salé, qui est très intéressante puisque ça nous permet de faire des présentations de plats qui sont intéressantes. C'est aussi un outil, j'imagine, qui peut s'utiliser pas seulement en cuisine, mais aussi en salle. Oui. Ce qui est quand même très sobre, très esthétique. On peut très aisément l'utiliser devant le client pour apporter une dernière touche, comme on peut le faire avec les jus parfois. Tout à fait. Alors, on a des clients qui l'ont en restaurant directement sur table. On connaît des restaurants italiens qui l'utilisent directement sur table et qui mettent des fromages à disposition avec ce type de produit. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut l'applaudir. Donc, les moulins Peugeot. Est-ce que nous avons quelqu'un qui représenterait le magazine Contact Pro? La représentante de Contact Pro est là ou pas? Non, visiblement non. En tout cas, voilà. Contact Pro, c'est un magazine qui est également partenaire de ce concours. Et on n'oublie pas Hubert, le chauffeur privé présent sur Lyon, qui aussi a participé à transporter tous les chefs présents parmi nous. Édouard Christodo, je vais vous embêter 2 petites secondes. J'ai envie de savoir, je ne sais pas si je peux vous demander déjà ce que vous faites. Je sais pas, vous faites des petites ballotines. Alors, je vous tends le micro. Attendez, hop. Donc là, on a fait fumer au cacao tous nos filets de faisan. Donc c'est ce qu'ils sont en train de fumer, ça fait bien maintenant 10-15 bonnes minutes pour qu'ils soient vraiment très très forts en cacao. Je vais farcir mes petits chevreuils avec et là on va les cuire donc basse température en vapeur dans le four. Donc ça c'est pour le plat. Ça c'est pour le plat. On est en train de préparer donc une terre végétale
une terre donc à base de pain, de chocolat, de noix, pour que vous ayez vraiment cet aspect de sous-bois, parce qu'on est dans de la chasse. Oui. Et à côté, on fait une purée de butternut pour relever un petit peu encore le côté un peu plus végétal, forêt de la chose et gibier. D'accord, le canapé, Voilà. ça va? Ça se passe bien aussi? Les canapés, là on va s'y attaquer après, donc on va faire nos petits colverts tranquillement. On est en train de préparer nos espumas, pareil, nos petits espumas. Mon chef a fait ses petits panais crus qu'on va faire torréfier à la dernière minute et normalement ce sera pas mal. Bon, voilà. je vous laisse travailler. Merci. On va continuer un petit peu avec Olivier Chapuis. Je peux vous embêter juste 2 secondes, Olivier? C'est fini, ouais. On ne devrait pas dire ça, vous avez raison. Quelques instants. Attendez, je vous tends le micro, comme ça vous m'expliquez en 2 mots ce que vous êtes en train de faire, enfin l'idée de ce que vous voulez préparer. On voit déjà, voilà, moi je vois des petites coques de chocolat qui se sont faites. Il y a un esprit Donc là, pâtissier là-dedans. Exactement, là c'est des coques de chocolat, donc on va fourrer avec le foie gras poêlé et le colvert sauté à la sauce soja. On viendra mettre ça sur un pain d'épices tout à l'heure, enfin un pain d'épices. Là c'est une feuille de gélatine donc au champagne 1809 de la maison Coutlas, donc c'est avec magnifique. Je sais pas si on peut l'avoir, fèves torréfiées et fleurs et citron aussi. Là, on a une tuile à l'isomalte et à la fève, toujours, pour aller sur la 2e pièce. Voilà. D'accord. Et là, vous avez déjà fait pré-cuire Et là, c'est en train de reposer pour être prêt à couper. D'accord, Voilà. les petits canapés, ça se passe bien? C'est bon. Bon, ça c'est la première chose à sortir. Je vais récupérer mes petites notes. On va aller embêter un dernier chef pour voir comment ça se passe là-bas. On va demander à Lucas Pelletier, est-ce qu'il s'en sort bien? Cher Lucas, ça poêle, ça rissole. Qu'est-ce que vous faites? C'est du panais que vous êtes en train de faire poêler? Des navets. Voilà, de loin, je voyais que c'était les cercles blancs. Effectivement, de plus près. D'accord, que vous avez détaillé l'emporte-pièce dont vous allez vous servir pour vos canapés, pour le plat? Pour les canapés, très bien. Donc vous commencez par les canapés et ensuite vous travaillerez sur le plat. Parfait. Alors, un dernier tour à côté, Julien Guèze. Hop, j'arrive. Julien, vous attaquez au foie gras. Qu'est-ce que vous préparez, Julien? Un bonbon de foie gras. Je vais vous tendre le micro. Donc c'est un bonbon de foie gras au tandoori et au chocolat Pérou. Donc c'est des coques en chocolat justement, comme celle-ci. Des coques au chocolat qu'on va farcir de foie gras, qu'on va remplir d'un petit oignon au vin rouge et qu'on va manger sur un petit canapé, tout simplement propre, avec un goût efficace et pour amuser les papilles de nos chefs. J'aime bien la définition du tout simplement par les professionnels, parce que ça paraît simple comme ça de loin, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors, on a fait un petit peu le tour des chefs, on a fait aussi un peu le tour des partenaires. On va peut-être s'intéresser maintenant au jury. On va s'approcher du jury pour aller faire connaissance avec eux. Moi, j'ai perdu Véronique, je ne sais pas où est passée Véronique. Je vais m'adresser maintenant au président du jury qui s'appelle Jean-François Castagnier, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Jean-François Castagnier, MOF chocolatier, l'un des meilleurs ouvriers de France chocolatier. Et vous êtes aussi, cher monsieur, le président de tous les meilleurs ouvriers de France. Chocolatier, bien entendu. Où est-ce que vous exercez? À Mazamet, dans le Tarn. Et vous y êtes installé depuis combien de temps? Alors, je suis installé depuis 1990. J'ai racheté l'entreprise familiale. Et donc, j'ai créé une chocolaterie-pâtisserie. Et j'exerce depuis sur Mazamet. Qu'est-ce que vous attendez de ce Choco Cooking, de ces créations chocolatées? Vous attendez d'être surpris? Vous qui êtes chocolatier Mais disons que pour nous, ça va être bien entendu, et pour moi personnellement, une approche totalement différente que le métier que je pratique au quotidien. Donc ce qui va m'intéresser là, c'est de voir un petit peu ce mariage sucré par le biais du cacao et du salé, et de voir un petit peu l'originalité dans le cadre de la composition des mets qui vont nous être proposés. Alors, vous êtes également accompagné d'un grand nombre de confrères. Je vais passer devant pour pouvoir voir les noms. Laurence Alemano, vous êtes docteur en physiologie végétale.
Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu. Tenez, je vous tends le micro, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous pourrez répondre directement et vous le passerez à votre petit camarade à côté après. Oui, ça c'était mon premier métier. Disons que pendant une quinzaine d'années, j'ai été chercheur en biologie du cacaoyer, donc l'arbre qui m'est particulièrement cher. Et depuis 8 ans, j'ai tout quitté. J'ai quitté la recherche et je suis partie à Paris ouvrir une boutique de chocolat, mais qui est spécialisée. Alors, je ne suis pas chocolatière, je ne fabrique pas, mais c'est un peu comme une épicerie fine, mais seulement sur le chocolat, plutôt du bio et de la vente de matières premières, de la vente de chocolat comme celui de Franck, des produits un petit peu rares. Votre boutique s'appelle Chocolatitude, c'est ça? Chocolatitude, oui. C'est joli. Oui, où est-ce que vous êtes situé à Paris? Rue Daguerre, dans le 14e arrondissement. Voilà. Et donc, vous sélectionnez comment vos chocolats? Ce sont des chocolats de chocolatiers ou ce sont des Oui. origines? Oui, des choses. Alors, j'ai beaucoup de produits bio, c'est ce que je privilégie, et des produits d'origine, des cacaos d'origine, avec beaucoup de chocolatiers qui fabriquent à partir de la fève de cacao comme Franck. Et en fait, je dois aimer la personne qui fait le chocolat pour pouvoir le vendre. Voilà. Il faut que son éthique me convienne et voilà. Ça fait partie des critères. Je pense qu'on en parlera certainement tout à l'heure au moment de la dégustation, mais il y a inévitablement une part émotive que l'on met dans la dégustation d'un produit. Elle joue sur la perception des goûts. Ah oui, le cacao, c'est quand même c'est particulier comme produit. Il faut savoir que, ça j'aime bien raconter cette histoire, les Mexicains disent qu'ils en donnent à leurs enfants très tôt parce que ça ouvre à l'amour cosmique. Ça agit sur le cœur. On sait qu'au niveau de la recherche, il y a une action sur le système cardiovasculaire, mais ça va au-delà, selon moi. Donc c'est très particulier. Merci beaucoup. On peut applaudir Laurent Salimano. Donc, boutique Chocolatitude à Paris, rue Daguerre dans le 14e arrondissement. On va passer la parole à Alex. On dit 1000 ou miles? Miles. On peut dire kilomètres si vous voulez. Oui, non, on va dire miles. Cher Alex, vous êtes chef cuisinier, formateur et conférencier, et vous exercez dans la région de Dijon. Oui, je suis à Dijon, je suis d'origine américaine, je suis en France depuis une trentaine d'années, donc je suis aussi sociologue de l'alimentation, donc en étant sociologue et pâtissier, donc je suis sociopathe. Sociopathe, oui. Un homme dangereux. Non, si on parle de chocolat... Je suis armé avec le micro. Ça va, on est suffisamment loin l'un de l'autre. Pour l'instant, je n'ai pas peur. L'idée aujourd'hui, c'est de partager les émotions sur le chocolat, ne pas donner, il n'y a pas de gagnant, il y a juste une appréciation qui nous permette de vraiment faire une dégustation, on va dire, horizontale et pas verticale. Oui, ça c'est vrai que c'est aussi une volonté de... Je suis très heureux d'être ici avec mes collègues sur ce jury très estimable. Eh bien, cher Alex, nous sommes aussi ravis de vous avoir parmi nous. On peut applaudir Alex Miles, s'il vous plaît. Jean-Pierre Richard, bonjour. Vous êtes vous aussi l'un des meilleurs ouvriers de France chocolatiers. Vous faites du conseil. Oui, conseil, formation. Auprès de professionnels. Technique, technologie du chocolat et de la confiserie. Donc vous venez chez les chocolatiers Voilà, j'ai dirigé une entreprise pendant 38 ans. J'ai laissé cette entreprise il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je vais de professionnel en professionnel pour les aider dans le cadre de l'assistance technique, où je les aide dans leur mise au point de produits, ganache, praliné, etc. Quel est le problème, si je peux dire problème technique, qui revient le plus souvent, la question? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous le plus souvent? Eh bien, on fait appel à moi le plus souvent pour des mises au point, par exemple dans des ganaches. Ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un livre qui s'appelle Ganache et qui est sorti il y a un mois. Et le problème, c'est que ces ganaches ne restent pas en l'état dans leur texture et dans leur goût. Bien souvent, elles moisissent, elles fermentent, elles sèchent. Et à partir de là, ça signifie qu'un déséquilibre est présent et on doit rééquilibrer la recette, l'optimiser pour obtenir une texture voulue, tendre, onctueuse, crémeuse, et placer sur cette texture un goût qui sera le plus puissant possible, le moins sucré possible, et tout ça devra se conserver un laps de temps prévu par le cahier des charges, on va dire, chez chacun, qui ont des durées de vie plus ou moins longues. Ça va de 2 semaines à
15 mois en fonction des artisans ou des industriels qui m'appellent. Donc voilà, en gros, le principal problème, problème numéro 1. Pour lequel on vous appelle. Voilà. Et donc, vous arrivez pour bien trouver, sûr, les origines des fèves sont à prendre en compte. Oui. Et, pardon. Et je suis très heureux de participer à un jury avec le Pérou, que je connais bien puisque j'étais là-bas il y a 2 ans, et où j'ai découvert un petit peu les plantations du nord au sud, de Cusco à Tarapoto à Piura. Et c'est un peuple qui est très accueillant, qui est très chaleureux. On a vraiment été accueillis, les bras ouverts, et ils sont très près de nous, je dirais, professionnellement. Donc vous trouvez aussi le choix du Pérou judicieux par rapport à ce Choco Show Cooking. Mais oui, tout à fait, c'est un très beau choix. Merci beaucoup. Jean-Pierre Richard, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. On va sortir un peu du milieu des chefs pour se tourner vers le milieu journalistique et gastronomique avec vous, Patrick Revet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour le Chasseur français. Donc, vous êtes plutôt, on va dire, attiré vraiment par le gibier ou alors par le chocolat? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ça fait 17 ans que je m'occupe de la rubrique gastronomie du Chasseur français maintenant. Le Chasseur français qui fait partie d'un groupe de presse qui s'appelle Mondadori, au sein duquel j'ai créé le club Cacao, qui est le club des amateurs de chocolat artisanaux d'origine. Il fallait le trouver quand même. Et donc, dans ce jury, on décerne chaque année des prix aux meilleurs chocolatiers de France. Les membres du jury font partie d'autres rédactions comme Grazia, Closer, Modes et Travaux, Plan de Vie. Et chaque année, donc, on fait plein de découvertes. Je suis très heureux d'être ici avec d'aussi augustes membres du jury. Je pense qu'on va se faire plaisir. Ça donnera, je pense, aux gens l'envie de faire aussi des recettes au chocolat. Vive le chocolat. Vive le chocolat. Merci beaucoup, Patrick Revet. On peut l'applaudir. Bouge pas. Christian Dupont, bonjour. Vous êtes acteur, cuisinier, poète. C'est une belle description. Oui, alors je suis très honoré moi aussi d'être dans ce jury prestigieux. Je suis cuisinier de théâtre. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. Cuisinier de théâtre, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 ans, 4 ans qu'on a commencé avec mon équipe une expérience donc dans des salles de théâtre, de faire quelque chose qui n'est ni un spectacle ni un repas, qui est un peu les deux. Donc des créations culinaires qui sont finalisées devant le public, parfois complètement fabriquées, mais souvent en cuisine on a besoin beaucoup de temps pour arriver à de belles choses, et qui sont mangées par le public. Donc on essaye de mettre l'art culinaire à l'endroit de l'art. On imagine un jour peut-être proposer ça dans un musée aussi, pouvoir mettre des choses qui ont tout à fait l'aspect d'une sculpture et qui sont évidemment ingurgitables, mangeables. Donc le projet est un projet d'abord d'art culinaire. On arrive aussi parfois, quand on a de très bons musiciens qui peuvent venir avec nous, à leur demander de faire un écho musical dans l'idée où la cuisine s'adresse peut-être un peu au corps, comme la musique. Alors ça donne, quand ça arrive, une expérience qui parfois est assez émouvante. Voilà, il y a aussi des textes plus souvent de poésie, on va dire, non truculente. Souvent, les textes culinaires sont dans la truculence quand on va mettre ça au théâtre. Nous, on va être beaucoup plus avec Charles Trenet, avec Roland Dubillard ou Delteil. Voilà l'expérience. Vous vous baladez un peu partout en France pour vous... Alors ça commence, oui, on est allé aussi en Allemagne il y a 2 ans avec un groupe chorégraphique. Le format est complètement ouvert, il peut prendre plusieurs formes. Actuellement à Paris, au Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie, c'est un format qui a lieu plus ou moins 2-3 fois par mois et qui est entre 20 et 29 personnes exactement. C'est le nombre de chaises possible puisque l'espace est à chaque fois évidemment spécifique, scénographié pour l'événement. Oui. Ouais, vous trouvez, en fait, c'est toujours en petit comité pour justement garder ce côté un peu émotionnel assez présent pour que les gens partagent quelque chose de... Voilà, on est allé jusqu'à 40 personnes récemment au Mans. Et on était très fiers parce qu'on a eu une standing ovation à 40. Donc Eh bien, voilà, c'est du sport culinaire
On va vous remercier. On ne vous fera peut-être pas une standing ovation aujourd'hui, mais en tout cas, on va vous applaudir chaleureusement. Christian Dupont, qui fait donc lui aussi partie de ce jury pour le Choco Show Cooking. Et nous terminerons avec... alors, on dit Kylian ? Donc, Kylian Stangel. Je préfère demander parce que c'est toujours compliqué de ne pas écorcher les noms de famille. Donc, Kylian Stangel. Vous êtes sémiologue du goût, chargé de mission scientifique à l'IEHCA, donc l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours, et responsable des rencontres Rabelais à l'université François Rabelais. Ça fait un joli palmarès. Qu'est-ce qui vous lie au chocolat ? Alors, ce qui me lie au chocolat, c'est surtout que je travaille sur une dimension des symboliques alimentaires. J'entends par là que ce qui va nous lier, nous, aujourd'hui, à cette table, c'est d'avoir tous un profil très différent les uns des autres. On est tous venus avec une éducation du chocolat, avec une éducation qui est liée aux mots et aux représentations symboliques qu'on a pu avoir dès notre enfance, puis plus tard à travers des rencontres qui nous ont fait découvrir finalement que le chocolat, au bout d'un moment, ce n'est plus du chocolat, mais c'est du cacao, dans notre esprit. Et bien que notre imaginaire prenne conscience souvent de la dimension cacao, on s'aperçoit que aujourd'hui, les personnes qui ont parlé autour de cette table, certains ont utilisé le terme cacao et d'autres, malgré tout, ont utilisé le terme chocolat, malgré leur grande expertise déjà attitrée. Donc, ce qu'on va essayer de me demander, ou demander même à tous, c'est d'essayer de faire ressortir des mots. Et à travers ces mots, on va essayer d'en amener une certaine symbolique pour bien faire comprendre aux gens qu'en fonction du moment où on déguste du chocolat, eh bien, il y a une grande distinction. Quand on est chez soi, seul, dans son canapé le soir, en train d'essayer de finir une journée calmement en croquant un carré de chocolat, eh bien, on est en train de définir des terminologies ou tout du moins des sensations autour de la notion de volupté, autour de la notion de plaisir, alors que nous, là, on va être dans une situation d'analyse sensorielle et non pas de simple dégustation, et on va être donc dans une critérisation beaucoup plus analytique et beaucoup plus commentée. Encore donc une autre difficulté qu'on va rencontrer pour donner une représentation de nos sensations au public. D'autant que ce que l'on fait en ce moment va être aussi, même pour le jury, quelque chose d'assez exceptionnel. D'arriver à déguster du chocolat dans une ambiance aussi animée, c'est aussi difficile que pour un cuisinier de travailler, sachant qu'en général, quand on travaille en cuisine ou quand on déguste de chocolat, c'est dans une ambiance plutôt calfeutrée et calme. Ne pensez-vous pas que le plaisir va aussi peut-être vous guider aujourd'hui plus que les terminologies et la complexité de dégustation ? Alors, le plaisir, il n'existe pas un plaisir universel. Il existe des plaisirs que l'on a construits chacun dans notre identité par rapport à des perceptions qui nous ont construits dans cette identité. Le plaisir pour certains a peut-être été dans leur enfance originelle de déguster le chocolat pour la première fois avec du cacao et pour d'autres avec un produit très sucré. Donc naturellement, la définition du plaisir varie beaucoup entre ces individus. Comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer son goût quand on est un consommateur lambda, qu'on n'a pas forcément la chance de connaître ? Quand on est parti d'une tablette moyenne, comment est-ce qu'on peut travailler comment est-ce qu'on peut apprécier quelque chose de plus complexe, de plus construit, de plus brut ? Alors, il y a deux pensées. Soit il existe réellement des méthodes pour faire évoluer sa réflexion et donc ses saveurs en dégustant, en faisant de l'expérientiel, c'est-à-dire en évoluant entre le 30%, 75% et en se faisant peur avec du 90%. Il est clair que quand on arrive sur cette densité d'amertume, tout d'un coup on se dit ça y est, je suis rentré, si je l'apprécie encore, c'est que je suis rentré dans le monde des experts du cacao. Et puis l'autre solution pour évoluer, c'est une solution tout à fait naturelle, c'est l'évolution sociale. Beaucoup de personnes parmi nous commencent enfants dans une appartenance sociale où le sucre domine. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'élévation sociale, on veut se rapprocher vers des goûts de la caste supérieure. Et en général, l'amertume commence à se rapprocher, que ce soit dans le domaine du cacao ou dans le domaine d'autres produits. L'amertume commence à être l'identification de l'anti-sucre finalement. Merci beaucoup, Kylian Stangel. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Sémiologue du goût, chargé de mission scientifique à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours, responsable des rencontres Rabelais à l'université François Rabelais de Tours. Je vais aller voir notre camarade américaine pour savoir... Voilà, mais ça y est, les toasts sont déjà dressés. How do you feel? Elle est très préoccupée. Okay, how do you feel? What is good for you? Okay, I think I'm able to complete both canapés on time. You're ready for degustation? Okay, thank you.
Voilà. Tonnet, Tibet, ça se passe toujours bien? Ça, oui, ça va. Ça commence à s'activer. Hein. Ah, ici, ça y est, on a Lucas Pelletier. Les petits canapés sont dressés. Enfin, presque. En tout cas, le pain est découpé. La mise en place est faite. Ça avance gentiment. Ça va, vous vous sentez bien? C'est dur? La pression monte? Non, il n'y a pas de pression aujourd'hui. Hein. On est là pour se faire plaisir. Olivier Chapuis. Waouh! Ah, c'est beau. Je pense que vous ne pouvez pas encore les voir, mais c'est très sympa. L'autre micro, chère Véronique, il est là. Vous le reprenez. Je continue mon petit tour. On se retrouve là-bas. Je vais voir un petit peu tout le monde. Eduardo, Christodo. Ça va? Ça se passe bien? Bon, toujours aussi bien. Puis vous êtes détendu. Hein. Concentré, quand même. Richard Ouvrard. Tout va bien pour vous? Sylvain Anthony. Tout est bien, ouais, tout va bien. Vous êtes à l'aise, pas trop de pression. Dans les temps, ça va. Bon, tout le monde a l'air... Les filles, ça se passe bien. Sophie Joly. Bon, c'est quoi votre prénom? Anne-Sophie, voilà, donc Sophie et Anne-Sophie. Je n'aurais pas trop de mal à... Tout va bien pour vous aussi? Vous êtes dans les temps, prêts? On va pouvoir manger bientôt? Ça doit être bon, Véronique. Allez-y, essayez de... Je vous passe le mien, bougez pas. Oui, non, c'est bon, il ne marche pas. Oui, alors là, on va démarrer la dégustation avec notre fameux jury. Et puis après, on va revoir nos spécialistes du matériel. Donc là, on va commencer par tous les canapés qui ont été créés par nos chefs. Et ensuite, on enchaînera sur les plats cuisinés à base, bien sûr, de chevreuil et de faisan. Et bien sûr, de cacao de Franck Morin. Alors, je vous incite à nous suivre, Michel. Ça y est, ça marche? Alors, on va commencer par Tonnet Tibet, qui est une Américaine, pour ceux qui nous ont rejoints, qui arrive de Los Angeles et qui a des origines des Philippines et qui finalement, à travers sa création, a traduit tout son travail. Yes, you can come with us. You take your plates and you come by the... Tonnet. Alors, elle va nous expliquer comment elle a créé ce travail de canapé. Elle est donc, je vous rappelle, chocolatière. Dans ce show, ce qui est intéressant, c'est que tous ces chefs travaillent avec des matériels de tous nos partenaires de différentes façons, puisqu'on a des cuisiniers, on a des pâtissiers, on a des chocolatiers et on a des traiteurs. Je vous redonne votre micro, normalement ça devrait marcher. Allez-y. Ça marche? Oui, formidable. Parfait. Alors, j'expliquais donc, nous avons donc tous ces chefs qui sont en train de finir la première épreuve des canapés. Et pour ceux qui nous ont rejoints, donc c'est un travail Choco Show Cooking à partir donc de chocolat d'origine avec Franck Morin, donc spécialiste du Beans to Bar, qui travaille la fève à la tablette, ce cacao donc du Pérou. Alors Tonnet Tibet, est-ce que tu peux nous expliquer, elle parle en anglais, on va traduire, qu'est-ce que tu as créé? Donc je rappelle que l'épreuve consistait à faire 2 canapés de 20 en quantité chacun, soit 40 canapés en 1 heure, donc ils n'avaient pas beaucoup de temps. Et ils ont travaillé le gibier et c'était le canard colvert sauvage. Alors Tonnet, explique-nous ton choix de pain, d'accord, ta sauce et comment tu as travaillé le produit. Okay. The first canapé is duck l'orange, duck with orange sauce and chocolate. It's the duck that I pan-seared with the juice of the orange and orange zest and Peruvian chocolate of 70% that is on the canapé. Je traduis. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, donc le premier canapé était un pain cacao de la maison Midi Pain Petit Four qu'elle a passé à la poêle et qu'elle a dressé ensuite et elle l'a passé dans un jus d'orange et un zeste d'orange, donc pour donner un petit peu de goût et bien sûr de la fève de cacao. Ce qui a donné ce jus, et c'est ce jus qui a été déposé sur le canard qui a été juste snacké avec ce petit zeste d'orange.
C'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc, et le deuxième canapé. The second canapé is the same duck. The sauce is different. I use Asian spices with star anise, cinnamon, ginger, and chocolate. And then on top, I garnish it with fèves de cacao. Alors là, donc, pour contraster, elle a utilisé la fève de cacao qui était torréfiée entière. Et elle a choisi comme pain, donc un petit pain. I use a truffle boucher, and this one is the cacao. Just because of the spices, I use the truffle boucher. Voilà. Alors, c'est du pain en truffe. C'est un pain donc à la truffe, qui est un pain aromatisé, alors que l'autre c'est un pain à l'arôme cacao. Voilà. Donc voilà quelques belles idées pour proposer. Il y a aussi comment elle a expliqué qu'elle avait mis beaucoup d'épices dans celui-là. Hein. Gingembre, cannelle, badiane, il me semble aussi. Hein. Badiane. Oui, cannelle, gingembre. Oui, c'est ça, badiane. Et voilà, les chocolats. D'accord. La badiane. Badiane. La badiane. Eh bien maintenant, tu vas porter les plateaux au jury et on va leur faire goûter. Vous allez, We are going to go to the jury. À la première dégustation,